Je vais parler des essais randomisés de la méta-analyse dans le Covid-19. Donc, l'idée, c'était quoi? L'analyse de la littérature, de voir qu'est-ce qui avait été publié, de voir pourquoi il faut faire une méta-analyse. Est-ce qu'un essai randomisé unique n'aurait pas pu être suffisant pour dire qu'on a une solution optimale au traitement? Donc, si c'était plus exact, on peut penser que les essais randomisés auraient les mêmes résultats, car il n'y aurait pas d'hétérogénéité entre les essais randomisés. Si c'est vrai, un seul essai randomisé pour chaque maladie devrait apporter la réponse. Ça a déjà été étudié dans la littérature, notamment cet article du New England que je trouve très très bien par Concato, qui disait que même si on pensait que les essais randomisés étaient plus justes, finalement, ils ont regardé 5 maladies différentes, 99 études publiées dans les 5 meilleurs journaux de médecine. Enfin, les 5 meilleurs. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les essais randomisés donnent des résultats des deux côtés du odds ratio à 1, c'est-à-dire qu'ils ont des effets contradictoires. Hein? Donc, à droite et à gauche, il y a une inconsistance de la direction de l'effet. On voit qu'il y en a qui donnent aucun effet, alors que l'effet résumé, comme on va le voir, est en faveur d'un effet du traitement pour ces 5 maladies. Et ça, c'est l'hétérogénéité de l'effet qui est beaucoup plus large pour les essais randomisés que les études observationnelles. Donc, clairement, il n'y a pas de bénéfice systématique des essais randomisés par rapport aux études observationnelles. Ici, on le voit sur les chiffres d'effets résumés. Je passe rapidement, mais vous pourrez regarder la référence et on ne voit pas de différence. La Cochrane, donc, avec Philippe Rouquier aussi, 1500 méta-analyses, 228 maladies, concluent à la même chose. Les essais randomisés ne conduisent pas à des résultats significativement différents des études observationnelles. Donc, en fait, la validité d'une étude, ce n'est pas uniquement le design de randomisation, de sélection, c'est plus compliqué que ça. Une autre explication, c'est peut-être que les études observationnelles ont moins de biais de sélection et que, finalement, elles représentent plus la réalité et la vraie population des malades, par exemple. Donc, la méta-analyse Covid, c'est pour ça qu'on a quand même été regarder les différentes études. On a commencé à aligner au début simplement tous les outcomes qu'on avait. On a essayé de regarder est-ce que ça améliore ou est-ce que ça améliore pas. Globalement, on en retrouvait la plupart des études qui trouvaient un effet favorable, significatif ou pas. Et on était en train de travailler comme ça, c'était le vendredi de l'Ascension. Et tout d'un coup, Philippe Colson qui me dit qu'il y a lu ce Lancet. Et là, c'est le papier de Mbera, le Lancet, qui apporte 3 fois plus de mortalité dans le groupe traité, 10% de tachycardie ventriculaire. Pour ceux qui savent ce que c'est, 10% de tachycardie ventriculaire, c'est catastrophique. Hein. Nous, on voit ça, c'est mortel immédiatement. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? 96 000 patients, comment ils font pour faire ça? Donc, à partir de là, on s'est posé la question, sur où nous a dit, regardez le big data, regardez les cliniques, le conflit d'intérêt, pour voir si on arrive à clusteriser les études. Là, panique, j'appelle Yanis et je dis à Yanis, il faut que tu m'aides, on n'y arrivera pas le samedi. Il m'a aidé très rapidement, on a essayé de distinguer les différentes études. Qu'est-ce qu'on voit? Clinique en vert, big data en rouge, conflit d'intérêt en rouge, et contre, c'est en rouge, et absence de traitement détaillé en rouge. Et au final, quasiment, ça se clusterisait très, très bien, pas 100%, mais le big data, conflit d'intérêt, contre la chloroquine, et aucun détail du traitement. Bon, ça paraît logique, hein, mais c'est vrai que ça sortait vraiment tellement. Donc, je remercie encore Yannis, hein, sans lui, ça aurait été compliqué, parce qu'au final, c'est ce qu'on a trouvé de plus. Hein. À la fin, ça a été publié, grâce notamment à l'éditeur de New Microimmune Infection, et on s'est fait plaisir en rajoutant une petite phrase. La rétraction de l'étude de Big Data qui montrait cette surmortalité a été faite le 5 juin, le lendemain de l'acceptation de notre méta-analyse qui mettait en comparaison le Big Data et la clinique. Donc, c'est un peu une ironie de l'histoire. Les limites, donc j'ai essayé de comprendre, les limites des études du Big Data. Qu'est-ce que c'est le Big Data? C'est beaucoup de données, 3V, un volume important, une variété et une vélocité très rapide des données. Ça, c'est en sociologie, hein, avec des capteurs, des données d'Internet, des questionnaires auto-administrés, des open data, des données d'organisation. Donc, organisation en santé, c'est souvent les codages, c'est le DIM. Et on va voir pourquoi le DIM, ça peut être compliqué. Dans le cas des administrations, et c'est le cas, par exemple, notamment aux États-Unis, ils prennent les administrations d'assurance, ils prennent les codages. Et ici, il y a des services différents, des personnes aux formations différentes et aux enjeux parfois divergents. Quand on code, pour avoir été assistant, j'ai codé, on code pour ramener le plus d'argent au service. Et on ne code pas forcément de manière scientifique. Et donc, les opérations de codage, elles sont opaques et invisibles pour les utilisateurs finaux. Et ça peut jouer dans l'analyse de données de Big Data, par exemple. Donc, le Big Data ne veut pas forcément dire le Rich Data. Donc, ça, notamment en sociologie, il y a eu un exemple qui était caractéristique, c'était le fait qu'en l'absence d'exhaustivité, l'abondance de données n'est pas déterminante. Il y a eu un exemple historique en 1936 où c'est George Gallup, apparemment il était connu à l'époque,
pour faire un échantillonnage représentatif de la population. Il avait prédit le bon président des États-Unis qui a été élu, alors qu'à l'opposé, il y avait un magazine qui avait pris des millions de données et finalement qui n'avait pas prévu le bon président. À partir de là, ça voulait dire qu'il faut avoir un échantillon représentatif de la population et ce n'est pas la quantité des informations qui est la plus fiable pour ça. Donc, ça vaut toujours à l'heure actuelle. Il vaut mieux un échantillon qui est bien construit que des milliers de données. Là, on s'est intéressé à 3 exemples caractéristiques et qu'on a vu petit à petit. Le premier que j'ai redécouvert en fait a posteriori, c'est des Américains, un gastro-entérologue, on se demande pourquoi un gastro-entérologue, dans Meadowclive, et il remercie qui? Trinet Global Healthcare. Vous allez voir qu'au final, c'est important. Au début, moi, on n'avait pas d'utilité. Pourquoi c'est important? Que, en fait, ils sont basés sur des compagnies qui aspirent des données. Et ces compagnies ne sont pas complètement innocentes. Streetnet, souvent des pages Internet avec des publicités, et très souvent qui sont liées au conflit d'intérêts. Ils ont eu un comité d'éthique qui est en fait, aux États-Unis, ils font ça, des comités institutionnels pour le profit, c'est payant, ils payent ça. En France, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et c'est eux qui ont donné la dérogation pour leur étude. Et donc, il y a ce questionnement de savoir est-ce qu'on peut avoir des comités d'études qui sont payés, quoi, hein. Donc, ça peut inclure des biais. Je passe rapidement. Ils détaillent quand même comment ils ont trouvé leurs patients. Ils partent du codage. Qu'est-ce qu'on voit dans le codage? Clinique ou diagnostic épidémiologique, peu importe si c'est conclu par le laboratoire. Et ils le disent, et ça, je n'avais pas vu au début. Et au final, quand on va voir en détail, après, on se rend compte qu'il y a aussi des autres coronavirus classés autre part. Donc, c'est du codage. Au final, il y a de tout et de rien là-dedans. Il y a de tout et de rien. Et ils concluent que finalement, il n'y a pas d'efficacité. Et c'est marrant qu'on voit dans leur référence, oui, de toute façon, il n'y a pas d'efficacité. Molina, il y avait 12 patients avec non comparatif et qu'il n'y avait pas de diminution du virus. Donc, on a l'impression que le message était biaisé. Le deuxième exemple, vous connaissez tous, c'est le LancetGate. 96 000 dossiers. Comment ils font pour avoir 96 000 dossiers à 4 auteurs? Donc, pas un et un infectiologue. Et à la fin, vous connaissez la fin. Et on va voir un peu synthétiser. Sur Gister, c'était la firme d'agrégat d'aspiration des données du LancetGate. C'est grâce notamment à Yanis qu'on a trouvé un peu la combine derrière tout ça. Et c'est pas fini, parce que nous, on pensait que c'était fini. Fin août, Clinical Infectious Disease, le journal qui nous a dit non, on ne publie pas d'études observationnelles, on ne fait que des essais comparatifs. Nous. Et là, ils publient quoi? Un big data sur 11 000 patients, donc purement observationnel, et ils vont se concentrer sur 48 patients qui ont eu du remdesivir parmi les 11 000 patients. Et pareil, c'est du big data, et ce big data, il est basé sur une petite compagnie qui s'appelle Target Pharmacy, qui est un aspirateur de données. Et ils publient dans Clinical Infectious Disease fin août. Donc, c'est pas ancien. Hein. Donc, c'est toujours des solutions basées sur les données médicales réelles avec la publicité, etc. Ça, c'est eux qui leur donnent l'accord pour l'éthique et pour le comité. C'est une combine, en fait. Donc, si on résume, bon, on a l'impression, au final, en tirant les fils, USA, les 3, c'est pas du tout pour avoir un biais géographique, mais quand même, on a l'impression qu'il y a des corrélations. Nombre d'auteurs, très peu d'auteurs, 4 auteurs dans le Lancet pour 96 000 dossiers, comment c'est possible? Aucun des gastro-entérologues, des chirurgiens cardiaques. Ici, le CID, il y en a 7 qui sont de la Target Pharma Company et un qui est de la Elliott Health Information Cross Company. Voilà. Et à chaque fois, il y a une compagnie qui fait l'agrégation de données, aucun qui met ses données en ligne, évidemment. Et à chaque fois, il y a des trucs un peu bizarres. Il y en a une étude où c'est quasiment... alors qu'ils prennent toutes les données, il y a un dixième 2 pour 1. Dans le Lancet, il y avait exactement les mêmes comorbidités sur les continents, alors qu'on sait que c'est absolument impossible. Et à la fin, bon, voilà pourquoi nous, on ne va pas les retenir. Le PCR qui est pas gardé dans SING, Rétractéméra, de toute façon, on le sait, et Fried. Donc, il y a une grosse confusion par indication. Il y a des patients beaucoup plus graves chez les traités que les non traités pour la chloroquine. Mais en plus, ils ne font même pas d'analyse. Juste, ils donnent les résultats, ils disent. Juste, je vous remets parce que si on ne le voit pas au début, on ne le comprend pas. Ils donnent juste les chiffres et ils ne font pas d'analyse multivariée, surtout pas. Ils disent chloroquine, on a 25% de mortalité, contrôle, on a 19, et remdesivir, on a 8. Et c'est tout. Mais ils ne font pas d'analyse multivariée pour essayer quoi que ce soit. Et ils donnent ces chiffres comme ça. Donc, quand quelqu'un qui ne regarde pas, il va dire bon, ben, le plaquenite, c'est 25% de mortalité. Et donc voilà. Donc, au final, bon, à part ces 3 exemples, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a plusieurs biais qu'il faudra avoir. La quantophrénie, c'est ce qu'ils appellent les sociologues, c'est pour avoir le maximum de données. Et ça, c'est un délire finalement qui n'est pas finalement associé à la qualité. Le manque d'expertise, il n'y a aucun infectiologue quasiment dans ces journaux-là. Le black box, ça veut dire qu'on ne sait absolument pas d'où viennent les data. Et du coup, c'est
l'open data, la déconnexion avec les data scientists, ils sont complètement déconnectés des données. D'ailleurs, ils ne savent même pas d'où viennent leurs données et ils font confiance à ces firmes. Et ils disent, c'est la firme qui m'a donné les données, donc moi, je ne suis pas au courant trop d'où elles viennent. Il y a un hôpital qui s'est trompé entre l'Australie et l'Asie et eux ne sont pas au courant d'où ça vient. Donc, ils sont très vulnérables aux conflits d'intérêts, on l'a vu. Et en plus de ça, il y a une hétérogénéité énorme entre les patients de ces big data. Et ça, on le connaît en méta-analyse. Et puis, c'est quelque chose qui a été décrit comme le paradoxe de Simpson. Ça veut dire que quand vous incluez dans une étude des patients dans des centres très différents, où il y a une prévalence de la maladie complètement différente, vous pouvez arriver à des résultats contraires, alors que si vous analysiez centre par centre, vous allez avoir un résultat cohérent. C'est le paradoxe de Simpson. Au final, une méta-analyse de quelques bonnes études cliniques bien faites va mieux qu'un Lancet Gates, si on peut retenir un peu. Donc, très rapidement, j'ai que 10 minutes, il y a les Français qui ont, on ne va pas dire de quelle ville, qui ont fait aussi une méta-analyse, qui ont retrouvé absolument aucun effet avec les dernières recommandations. Et on s'est posé la question, étude biaisée publiée à Marseille par l'AGEAL. Alors, l'AGEAL, a priori, quand même, pourquoi ils ont exclu cette étude d'emblée alors qu'elle était contrôlée pour les facteurs de confusion, l'âge, les comorbidités, la sévérité de la maladie. Et on trouvait deux scores composites. Avec deux scores composites, on trouvait une diminution du risque de mortalité par 0,5. Il n'y avait pas de raison pour nous pour que ce soit exclu. On voit la courbe, il nous disait oui, mais vous avez éliminé dans les 2 premiers jours de traitement. Parce qu'on a regardé seulement à partir de 3 jours de traitement pour définir l'efficacité. Et si on regarde la courbe, on voit bien qu'après 3 jours de traitement, ils meurent tous. Enfin, les courbes seraient parallèles à partir de 3 jours de traitement. Alors qu'on voit bien que les courbes ne sont pas parallèles et il y a encore plein d'événements de décès dans le groupe non traité ici. Pour continuer, d'autres études, donc ça, c'est pas des Français, Archad, et donc ça, c'est des études qui ont eu à peu près les mêmes désignes que l'étude à Marseille, et qui revient pareillement sur un bénéfice sur la survie du groupe laquénique, du groupe bithérapie, et c'est confirmé dans ce qu'ils appellent les approches par score de propension, donc qui est actuellement ce qui est les meilleurs contrôles pour les facteurs confondants. Pourquoi elle n'a pas été inclue, on ne sait pas. Madrid, 1600 patients, pourquoi elle a été inclue, on ne sait pas, alors qu'elles ont été publiées pendant la période d'inclusion de la méta-analyse des Parisiens, pour ne pas nommer. Par contre, ils ont mis Skipper qui est un essai randomisé dans Annals of Internal Medicine, et ils le disent dans l'abstract, il n'y a pas besoin de dire les détails, seulement 58% des patients avaient une PCR. 40% des patients aux États-Unis n'avaient pas de PCR dans un essai randomisé. Un peu étonnant. Ça, vous connaissez aussi Recovery. Recovery, 2400 mg. Donc, j'ai simplement pris le Vidal. Dans le Vidal, 25 mg par kilo, c'est toxique, appelez le centre de pharmacovigilance. Et si vous calculez au poids, ben finalement, il faut faire plus de 96 kg pour ne pas être en dose toxique quand vous êtes inclus dans l'essai de Recovery. Quoi ? Non, c'est par rapport au surdosage. Donc, voilà, ils pouvaient être exclus s'ils avaient un diagnostic cliniquement suspecté ou confirmé. Donc, la valeur prédictive de la clinique, on a dit, elle est faible. Donc, c'est tout à fait possible que du coup, des patients qui n'avaient même pas le Covid ont reçu une dose toxique, une dose de chloroquine à 2,4 grammes pendant le premier 24. Bref, voilà un petit peu. Donc, nous, on a, à chaque fois, on a fait une méta-analyse, on a essayé d'actualiser, de mettre à chaque fois les dernières études. Ça, c'est la semaine dernière. Il y a notamment Nashega. Donc, Nashega au Congo, vous devez connaître. Oui. Voilà, Nashega qui trouvait voilà, c'est un bénéfice très significatif sur la mortalité. Et on a fini par différencier les études cliniques et les études de big data. Mais à la fin, on trouve un effet très significatif. Dans les études cliniques, un odds ratio à 0,6, très significatif. Dans les big data, finalement, un effet significatif. Donc, le big data, il y a plein d'études différentes. Elles ne sont pas toutes avec le modèle que j'ai montré tout à l'heure et qui nécessite d'être exclu. Et au final, sur 50 000 patients, on trouve un effet extrêmement significatif. Pour, encore une fois, le clinique et le big data, on a regardé quelques études où il y a un groupe par la chloroquine et l'azithromycine, un groupe avec la chloroquine seule et un groupe contrôle. Il y a quelques études en dehors de Marseille qui ont fait ça. Quand on regarde les études cliniques, Brésil, Italie, Andorre, à chaque fois, le groupe bithérapie fait mieux que le groupe monothérapie. Et c'est consistant. Et à la fin, on trouve une tendance, donc un odds ratio à 0,3, ça veut dire que la bithérapie diminue par 3 le risque de mortalité dans ces études qui ne sont pas marseillaises, et c'est tout à fait cohérent.
Donc, quand on analyse les deux sous-groupes, on diminue l'hétérogénéité des études, et ça, en méta-analyse, c'est le meilleur signe. Ça veut dire que quand on arrive à réduire l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on a trouvé une covariable qui modifie l'effet. Donc là, la covariable, c'est bithérapie versus monothérapie. On se dit, oui, voilà, ça va. On passe de 0,8 à 0,3. C'est très significatif. Donc, dans les études cliniques, la bithérapie fait mieux que la monothérapie. On regarde les études de Big Data. Les études de Big Data, monothérapie ne fait rien, bithérapie tue, donc augmente le risque de mortalité de façon cohérente à chaque fois. Donc, encore une fois, un effet complètement symétrique suivant le fait que c'est des études cliniques ou des études de Big Data. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on met en ligne, en fait, on actualise, c'est la real-time méta-analyse, c'est un nouveau concept. On détaille pourquoi à chaque fois on n'inclut pas quand même les études. Ça, c'est sur le virus. Le virus, encore une fois, le Big Data augmente, la chloroquine va augmenter l'expression, la durée d'expression du virus, alors que les études cliniques sont relativement hétérogènes, mais quand même consistantes sur une diminution de la probabilité d'être positif à un moment donné. Attention, on sait que la durée de positivité, c'est l'histoire naturelle de la maladie, donc tout dépend à quel stade de la maladie. Mais à chaque moment, la probabilité d'être positif est divisée par 2 sous traitement. C'est ça qu'on a trouvé. Voilà. Géographiquement, est-ce que donc la chloroquine n'est efficace qu'à Marseille? On a essayé de représenter une carte pour dire, écoutez, il y a peut-être ailleurs qu'à Marseille, effectivement. Donc, il y a Chicago, New York, le Mexique, donc le Congo, beaucoup en Espagne, beaucoup en Italie, Andorre, Belgique, Iran, Chine et puis Arabie Saoudite. Voilà. Donc, il y a d'autres pays dans le monde où la chloroquine a été montrée dans des études publiées. À la fin, donc, la réflexion a porté à dire est-ce qu'il y a des critères médicaux et non pas des critères de design des études qui peuvent dire oui, on peut considérer qu'une étude est valable. Est-ce que le diagnostic est confirmé? À quel stade on est? Précoce, inflammatoire, nécrotique? On sait que évidemment l'antiviral va pas être le même. Dosage et durée du traitement, tout simplement, des concepts de base au niveau médical. Le bon délai, des objectifs objectifs, c'est pas une faute de frappe. Ça veut dire que le décès, c'est pas discutable. On est vivant, on est mort. Il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Il faut contrôler pour le niveau de risque. Alors, c'est pas toujours mentionné dans les études, mais il faut au moins qu'il y ait un effort qui soit fait pour le niveau de risque pour prendre en compte le terrain et la sévérité de la maladie. Quand on voit notamment dans certaines études américaines, il y a 2 fois plus de patients ventilés dans le groupe traité que dans le groupe non traité, forcément, après, ça devient compliqué de dire le succès du traitement. Analyser l'interprétation des données neutres sans lien avec l'industrie et l'open data, donc c'est pas de black box, c'est de mettre à disposition les données. À la fin, pour synthétiser, qu'est-ce qu'on a découvert finalement? La méta-analyse, ça nous a servi à découvrir ce big data, à trouver ces combines qu'on trouve toujours associées à l'Occident. On se demande s'il n'y a pas une dérive médicale et scientifique occidentale. Merci.